bonsoir à tous. Du coup, effectivement, aujourd'hui, on est sur du K3D et K3D, il va savoir que on va avoir deux composants qui sont évidemment intéressants dans cet outil. Euh, on a évidemment Docker et Kubernetes, mais avant de partir sur K3D, on va d'abord euh, faire quelques rappels. Déjà, premier point, par rapport à un rappel Docker, je vous posais la question, pour vous, qu'est-ce que c'est Docker? Est-ce que vous avez des mots, des éléments, des mots-clés qui vous viennent en tête dès que vous entendez parler de Docker? Master, ouais, très bien. Container, ouais. On commence à avoir quelques mots intéressants. Je laisse un petit peu, voilà, le temps que les gens mettent un petit peu des choses. Donc, image, conteneur, etc. Oui, effectivement, Brian, orchestrateur, on verra ça un peu plus tard. Euh, vous avez quoi d'autre encore? Encore une ou deux. Stock app, ok. Mais c'est noyau. Tout à fait. Donc là, je vois des termes qui sont clés à Docker. Donc oui, Docker, du coup, c'est parti. Petit rappel. Docker, c'est un outil qui va nous permettre de containeriser nos applications. Donc ça se base sur la technologie containerisation, évidemment, qui était présente déjà sous Linux. Et là, Docker nous permet de faciliter un peu son utilisation et notamment de créer des images, comme ça a pu être dit. Donc les images, pour un petit rappel, c'est vraiment le code source, par exemple, d'une application avec toutes les dépendances, tous les éléments nécessaires à son fonctionnement. Le but du jeu, c'est de créer un fichier qui va être par la suite exécutable en lecture seule. Et on va pouvoir utiliser cette base-là pour créer nos conteneurs par la suite et déployer notre application sur différents environnements, différents environnements, etc. Donc c'est quelque chose qui est assez léger, qui est portable justement parce qu'on peut vraiment le déployer partout, qui est accessible sur différentes plateformes, Linux, Mac, Windows, comme accès à ça. C'est assez rapide. On a une isolation quand même des applications et enfin une utilisation des ressources qui est assez intéressante parce que là, on va se baser vraiment sur notre machine hôte et pas comme à la différence d'une VM où on va avoir quelque chose d'assez lourd par la suite. On va avoir carrément un OS qui va être déployé dedans. Vous voyez par exemple un petit schéma qui vous représente un peu la différence entre une VM et un conteneur pour faire le petit rappel. Là, c'est les intérêts que j'ai listés. Il y en a encore d'autres. Là, j'ai fait vraiment au plus rapide. Euh, pour la suite, n'hésitez pas à aller voir d'autres meet-ups qui ont déjà été faits sur le sujet, donc sur la chaîne Dexia et les replays dessus. Il y a notamment des bonnes pratiques Docker et aussi ce que c'est. Donc déjà, pour un premier point, côté Docker. Deuxièmement, on va avoir Kubernetes. Et là maintenant, là, je vous repose la même question. Pour vous, c'est quoi Kubernetes? Il y a déjà des mots qui sont sortis et quelques mots-clés que vous pouvez avoir sur le sujet. Donc ouais, orchestrateur de conteneur du coup, très bien. Donc, euh, donc effectivement, je vais partir tout de suite. Là, je vois bien le nom. Donc tout à fait, c'est une plateforme qui va plutôt être un orchestrateur de conteneurs. Effectivement, que Kubernetes ne peut pas fonctionner sans Docker parce que lui, il ne peut pas créer d'images et packager les applications ou autres. Donc, ce qui va se passer, comment dire, c'est qu'on peut aussi, grâce à ça, excusez-moi, j'ai un petit souci avec un élément. Hop là. Euh, également, donc, une fois qu'on a ces images qui sont créées et qu'on va pouvoir déployer tout ça, on va pouvoir déployer ça sur différents environnements. Et l'intérêt avec Kubernetes, c'est qu'on peut avoir différentes versions qui sont présentes, différentes applications qui peuvent tourner en même temps. On peut avoir notamment différents projets qui peuvent fournir des API REST, euh, des bases Postgre, etc., qui vont tourner sur nos instances, nos serveurs. Et on aura aussi cette capacité intéressante à Kubernetes, c'est d'avoir une optimisation. Excusez-moi, j'ai quelques soucis techniques. Voilà, c'est parfait. Excusez-moi. Je reprends du coup. Ce qui est intéressant donc dans Kubernetes, c'est que on va avoir aussi une optimisation des ressources, mais là, on va avoir cette possibilité d'avoir la main dessus sur l'attribution en termes de CPU, de mémoire, de RAM, etc., sur les éléments qu'on va déployer. Pour déployer des applications, on peut très bien paramétrer tout ça dans des fichiers YAML ou M ou Elm. Ça, c'est
au choix de chacun dans un projet. Mais du coup, ça nous permet d'avoir, un petit peu, comment dire, l'objectif de ce qui va être déployé au final, ce qu'on va faire comme une sorte de trame et donc récupérer les images en question, déployer tout ça et ainsi de suite. Donc on a aussi, un intérêt, vraiment pas mal avec Kubernetes, c'est qu'on peut avoir, des déploiements qui sont sans coupure. Donc si on a, vraiment une ancienne version qui est présente, on veut déployer une nouvelle version, l'ancienne version reste tant que la nouvelle version n'est pas, prête et une fois que la nouvelle version est prête, on enlève l'ancienne et la nouvelle prend place. Donc là, on n'a vraiment pas de coupure de service et ce qui est vraiment intéressant. Il y a aussi beaucoup d'autres, intérêts au niveau de Kubernetes. Pareil, il y a déjà eu des meet-up là-dessus, donc je vous laisserai, aller découvrir tout ça sur la chaîne d'Extia. Un dernier point, c'est on voit, par exemple, j'avais mis un petit schéma, vous indiquant l'architecture de Kubernetes actuellement. Donc on a toujours un masternode et des workers et pas des orders de ce que je vois là, désolé pour la faute. Non pas enfin voilà, des workers. Le master, c'est celui qui va avoir, tout ce qui est, API serveur, scheduler et cetera. Donc c'est vraiment tout le noyau, on va dire, de Kubernetes. Toujours noyau de Kubernetes, où on va avoir donc toutes les commandes qui vont être en place. Donc nous, on va pouvoir interroger ce master pour créer nos clusters, créer nos nodes, nos pods, nos containers, etc. Et aussi tout ce qui est attribution réseau, ressources, et aussi tout ce qui est information de nos pods lancés, dans quel état ils sont, donc le cycle de vie de nos applications, hein, si tout est OK ou non, donc via aussi la base etcd qui nous passe toutes les valeurs. Donc c'est ça qu'on va souvent interroger pour récupérer des données de ce genre. Voilà le petit exemple là-dessus. Donc maintenant qu'on a vu ces 2 éléments et ces petits rappels, on va passer au sujet principal qui est K3D. Et donc la première chose, c'est qu'est-ce que c'est K3D? Première chose, c'est que je vous ai parlé donc de Kubernetes et de Docker. Effectivement, donc K3D, pour le nom, c'est qu'il embarque K3S plus Docker. Donc K3D ne peut pas marcher sans Docker. Pourquoi? Parce qu'en fait, le but du jeu, c'est d'utiliser K3S, qui est une version allégée de K8S, qui est fournie par Rancherland, donc, qui a développé cet élément. Le but du jeu, c'est que K3D va nous faciliter l'utilisation, en plus de K3S, pour qu'on crée des clusters de façon et, euh, très rapide et avec peu de consommation de ressources. C'est quand même très intéressant quand on va vouloir faire du dev local ou tester des éléments rapidement, donc pour avoir des environnements voilà, enfin, clés en main sur nos machines. On peut aussi l'utiliser pour de la CI. Je vous avoue que moi, pour le coup, j'ai pas encore eu l'occasion de faire de la CI avec. Moi, j'ai plus fait du dev local et des tests, notamment lancement de tests d'intégration. Ouais, principalement tests d'intégration pour vraiment tester le fonctionnement d'API ou des appels de route et voir comment ça se passait, comment dire, euh, les connexions entre chaque pod, chaque service. Ça, c'était très intéressant de voir ça et d'avoir un environnement proche de la production, même si on a quelque chose de très léger. C'est quand même un très gros avantage. Effectivement, les cas d'usage, comme j'ai pu le dire, on est sur développement local, du test et aussi pour de la prise en main qu'à vitesse. Parce que là, on est vraiment sur quelque chose de très léger, donc on a vraiment la version minimaliste. Et pour débuter pas à pas, pour déjà voir les premiers concepts qu'on peut avoir de Kubernetes, comme je disais juste avant, création de clusters, de nodes, de pods, de containers, de persistance de volume, ingress, etc. On a quand même un bon paquet de choses qui est déjà disponible. Donc c'est assez intéressant. Dernier point que je n'ai pas dit, c'est vrai que K3D est un wrapper. Donc, comme je vous ai dit juste avant, ça permettait de faciliter l'utilisation de K3S. Exactement, c'est vraiment, il va envelopper cette solution-là et nous fournir des commandes qui vont nous faciliter grandement la vie, par la création de clusters notamment. Voilà pour la présentation de K3D. On va passer maintenant à la partie avantages et inconvénients en K3D et Minikube. Il faut savoir que Minikube, parce que certains d'entre vous ont déjà dû le rencontrer, mais c'est souvent l'outil qu'on va proposer quand on va suivre une formation sur Kubernetes. C'est vraiment l'outil qui est mis en avant sur la documentation officielle ou sur différents tutos. Et on va voir qu'il y a quand même des limites, enfin, certains avantages et limites selon les outils. Et on va voir ça tout de suite.
Premièrement, K3D. Donc, j'ai déjà dit rapidement certains points intéressants dans K3D, c'est qu'il est rapide à l'installation et au démarrage. Savoir que pour K3D, on a juste un binaire à récupérer et le démarrage se fait en lançant juste la création d'un cluster ou démarrage d'un cluster. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'assez instantané. C'est de l'ordre de quelques secondes que ça peut se lancer. Donc, c'est léger, évidemment, vu qu'on est sur une version minimaliste de Kvitess. Excuse-moi. C'est portable parce qu'il fonctionne du coup sous Docker. Donc, si ça aussi, c'est un élément à s'assurer par la suite, c'est que si vous avez Docker sur une machine ou autre, il peut très bien être déployé et utilisé de façon très, très rapide. Mais évidemment, si Docker n'existe pas sur une machine, K3D va pas marcher du tout. C'est un peu l'inconvénient qu'on verra juste après. Et enfin, encore un élément que j'ai déjà dit, c'est la création et la suppression de clusters qui est assez facile, donc via des commandes. Les commandes qu'on va pouvoir utiliser, c'est par exemple K3D, cluster create ou cluster delete. Et de là, on crée ce qu'on veut. On peut rattacher des registres aussi locaux ou locaux si on veut travailler vraiment sur notre environnement à nous pour pouvoir récupérer les images qu'on a sur notre poste ou alors euh, aller récupérer ça sur des repos distants. C'est intéressant aussi. On passe maintenant à la partie Minikube. Côté Minikube, on va avoir plutôt une version qui est complète. On va vraiment avoir tout K8S qui sera présent. Donc vraiment un outil qui est vraiment proche de ce qu'on peut avoir en production. En termes de fonctionnement, il va se baser sur l'hyperviseur. Il faut savoir que Minikube, lui, quand il va créer un cluster ou enfin déployer se déployer sur votre machine, euh, il va surtout virtualiser en fait c'est ce que vous déployez. Il y aura toujours une sorte de machine virtuelle qui va créer, qui va contenir le cluster avec le node agent et le node worker. Donc agent, c'est celui qui va gérer un peu le noyau de Kubernetes. Worker, c'est comment dire, les environnements de travail. Donc on a quand même quelque chose d'assez puissant là-dessus, quelque chose d'assez isolé sur le côté virtualisation. Et donc effectivement, l'avantage, c'est qu'on est vraiment proche d'un cluster réel. Il intègre également un dashboard donc qui nous montre vraiment les pods qui sont lancés, leur état, de façon visuelle, donc plutôt graphique. Euh, ça permet quand même, pour les débuts de prise en main de Kubernetes, d'avoir quand même une vision claire de ce qui se passe, de ce qui tourne, et, enfin, voilà, et d'avoir un peu cette liste de tous les composants qu'il peut y avoir dans Kubernetes, que ce soit la gestion des crons, la gestion des personnes de volume, etc., etc. Tous ces éléments. Côté inconvénient, donc là, on va partir sur ces deux éléments. On va repartir sur ces deux éléments, évidemment. L'avantage avec K3D, c'est quand même c'est léger, rapide, mais l'inconvénient, c'est que c'est une version allégée de K8S. Donc, pour certains concepts, on va pas forcément avoir ça déjà tout de suite clé en main. Il va potentiellement falloir rajouter des add-ons, donc configuration à la main. Et c'est vrai que voilà, pour les débuts, ça peut être parfois compliqué. Moi, je vous avoue que pour la version que j'ai dans la mission actuelle, j'ai pas eu besoin de rajouter quoi que ce soit. Ça me suffisait très bien pour les besoins de développement local. Après, voilà, aux besoins de chacun, s'il y a vraiment besoin d'ajouter des choses en particulier. Euh, En tout cas, voilà, c'est une chose à savoir là-dessus si on part sur K3D. On a une gestion de multinodes qui est assez limitée. En fait, il le gère quand même. On va avoir par défaut sur K3D, on va partir sur un mononode. Donc vraiment le nœud qui va être et master et worker dans, enfin, comment dire, dans votre cluster, mais il peut aussi avoir cette faculté-là de multinode. Le truc qu'il faut se rappeler, c'est que K3D, il se base sur Docker pour fonctionner. Il fait tourner des clusters dans des conteneurs Docker. Si certes Docker est assez rapide et intéressant en termes d'optimisation de ressources, mais si on multiplie les nodes, bah, à un moment donné, là on est sur la limite machine autre. Là, ça va commencer un petit peu à ramer un petit peu. Donc ça, c'est un petit peu la limite qu'on peut avoir là-dessus si on fait vraiment du multinode.
Et enfin, limiter pour l'apprentissage, effectivement, encore une fois, ça rejoint le côté allégé qu'a vitesse, c'est que voilà, on n'a pas tout en main tout de suite et du coup, ça peut parfois être compliqué d'avoir certains concepts qui vraiment sont extrêmement complexes par rapport à ce qu'on peut trouver en production ou certains concepts qu'on veut tester, mais voilà, il n'y a pas forcément tout ça présent sur l'outil. Voilà pour K3D du coup, par rapport à ces éléments-là. Et on passe maintenant à Minikube. Côté Minikube, donc là, c'est un peu ce que je vous ai déjà dit, on est quand même sur quelque chose d'assez lourd et d'assez gourmand en ressources. C'est assez lent, parce que même pour lancer un cluster, lui, il va devoir faire la virtualisation, devoir récupérer donc tout ce qu'il faut pour créer déjà notre espace de travail et tous les éléments, et ensuite, on va pouvoir déployer les éléments dont on a besoin, enfin, même nos applications dedans. Donc là, il y a des choses qui dépilent beaucoup, à différence de K3D qui, lui, comme je vous avais dit, en quelques secondes, il a déjà une cluster en main et on peut déjà travailler dessus. La portabilité est réduite due au fait qu'on est sur un environnement virtualisé. Ça peut être assez compliqué. Et en plus de ça, il est moins adapté pour tester pour faire de la CI ou de la CI. C'est assez compliqué à utiliser dans ce cas-là. Et enfin, pour la partie configuration et mise à jour, là aussi, Minikube peut parfois être assez problématique. Enfin, on peut avoir des soucis de configuration ou autres, assez prise de tête. Donc voilà, ça c'est un petit peu les avantages et inconvénients qu'on peut retrouver sur le sujet. Une fois qu'on a vu tout ça, et ben, je vais vous montrer petite démonstration pour l'installation de K3D sur notre poste. Donc, il faut savoir que moi, pour le coup, je suis sur, comment dire? Je suis sur Windows, mon poste est sous Windows et j'utilise WSL2 pour avoir un environnement Linux, enfin simuler un environnement Linux sur mon poste. Par contre, je vais vous partager mon écran tout de suite. Je vais faire ça. Tac, j'arrive tout de suite. Tac, tac. Voilà. Hop, excusez-moi, j'arrive tout de suite. Alors, pour le coup, qu'est-ce qu'on va avoir je crois que normalement mon écran est bien partagé. Ça devrait être tac. OK. Hop là. Je pense que normalement, j'envoie mon écran. Tout est bon. Hop là. Oui, on voit ton écran, Elle Tony. voit bien. OK, c'est bon. C'est juste des problèmes de partage. Excusez-moi. Donc, pour le coup, donc, moi, vu que je suis sur WSL2, ce qui va se passer, c'est que je vais avoir des éléments à vérifier pour l'installation. Donc, comme je vous ai dit, on va avoir besoin de Docker pour faire tourner, donc s'assurer que sur notre environnement, on a bien Docker installé et par la suite d'autres éléments. Donc, moi, pour vous éviter de taper les commandes et de copier ces commandes dans un terminal, j'ai préféré plutôt tout regrouper dans un fichier shell et d'avoir vraiment à la suite tous les éléments qui vont se mettre en place sans prise de tête et devoir se retaper tout à la main. Premièrement, donc là, un peu le classique qu'on trouve, c'est la mise à jour de nos dépendances et tous les éléments qu'on a sur notre environnement. On va s'assurer qu'on est quand même curl d'installer sur notre poste parce que on va devoir récupérer notamment le binaire de K3D. Merci Frédéric. Euh, du coup, on va s'assurer que curl soit installé ainsi que les certificats qui vont nous permettre de lancer tous nos éléments. Donc là, j'ai vraiment pris l'élément classique pour ça. On va s'assurer aussi que, donc, comme je vous disais, l'installation de Docker soit en place. Donc là, récupération de la dernière version de Docker et s'assurer aussi que tout soit bien en place. On va aussi avoir besoin de Docker Engine. Alors, il me semble que, si je dis pas de bêtises, Docker Engine est dispo sous Linux, si je dis pas de bêtises, récemment. Mais bon, en tout cas, là, j'ai fait la version vraiment pour un environnement Windows. Donc, moi, ce que j'ai avoir besoin, c'est
toute la stack en fait de Docker. Comme ça, je suis tranquille, on va dire. Donc, Docker CE, Docker Compose, container, etc. Là aussi, l'invite de commande pour Docker, à voir. Ensuite, on va avoir la création d'un utilisateur donc, qui s'appelle Docker. Ça va nous éviter d'utiliser toutes les commandes Docker, etc. Sur un utilisateur simple et pas obligatoirement sur un utilisateur sudo. Et une fois que tout ça est en place côté Docker, bah, on va juste s'assurer que la version Docker est bien installée, qu'on trouve bien voilà, la bonne version. Et auquel cas, bah là, j'ai fait quelque chose de simple, on renvoie une erreur pour dire oh là, il y a une installation, enfin l'installation est KO. Enfin là, on part sur un élément à savoir quand on installe K3D, c'est que K3D, il n'embarque pas kubectl. Alors kubectl, qu'est-ce que c'est? C'est la ligne de commande qui va nous servir à lancer nos commandes Kubernetes. Donc là, c'est comme par exemple si on veut lister tous les pods qui sont présents sur notre machine, on va faire kubectl get pod ou get service, etc. Et donc là, bah, K3D, lui, il n'embarque pas cet élément-là. Donc il faut s'assurer quand même qu'il soit présent. Et c'est pour cette raison que je l'ai fait, j'ai mis avant K3D. Donc là, on récupère si tout ce qu'il faut via curl pour télécharger kubectl. Une fois que kubectl est en place, on va tester pareil que Docker la version, si on l'a bien sur notre poste. Et si tout est ouvert, on passe enfin à l'installation de K3D. Comme je l'ai dit juste avant, K3D, on a besoin seulement d'un binaire en fait, à récupérer et à exécuter sur notre poste. Donc, on télécharge l'élément de K3D. Pareillement, on s'assure que K3D est bien présent, là, tout simplement via la version, enfin, d'affichage de la version de K3D. Et une fois que tout est OK, on va pouvoir enfin passer sur la création de notre cluster. Et là, vous pouvez voir que juste ici, on a la commande pour créer. Donc, c'est très simple. K3D cluster create, mon cluster de démo, tout simplement. Donc, c'est quand même assez, comment dire, assez court comme en termes de commandes. Là, c'est vraiment tout basique. On a des options, comme je disais juste avant, par exemple pour brancher des registres ou autres. Excuse-moi. Autre. Donc, voilà, qui nous permet d'avoir quelque chose d'assez rapide à mettre en place. Voilà pour ce petit tour d'horizon de ce fichier shell et de toutes les commandes dont on va avoir besoin. Donc là, je vais juste vous montrer ce que ça va donner quand je vais le lancer. Je vais juste exécuter le shell hop, qui est présent ici. Là, j'arrive tout de suite. Tac. Là, du coup, il va revérifier donc tout ce. Oui, c'est bon, je suis bien connecté, tout va bien. Il va reprendre tout ce qui est certificat, etc. Donc, il va dépiler tous les éléments. Ce qui me fait OK. Tac. Il va vérifier si tout est en place dans tout ce que j'ai sur mon poste. Là, oui, il veut essayer de mettre à jour Postgre, mais pour l'instant, je vais lui dire non. C'est pas le besoin pour l'instant. J'ai aussi, ah oui, des éléments que j'ai déjà, vu que j'ai déjà utilisé 4D sur ce poste, il y a des éléments qui sont présents. Donc là, il essaye juste de récupérer tout ce qui est certificat et clé, c'était GPG pour Docker. C'est des choses qui sont propres à Docker. Donc là, je vais juste lui dire de les écraser, de les remettre à jour. Donc là, il va me récupérer tout ce qu'il faut, etc. Tac. Là, on est parti sur l'installation de K3D. On peut voir là dans l'invite de commande. On est bien parti sur les versions présentes qu'il a bien affichées. Donc, par exemple, comme Docker, on est vraiment sur la 28.5.1 actuellement. K3D, on est sur la 5.8.3. Et on a créé notre cluster. Et là, on voit bien que tout est installé. C'est OK. On peut partir sur l'utilisation directe de la commande qu'on voit juste là. Là, on va afficher les nodes qui sont présents. Et normalement, on devrait voir que le cluster qu'on vient de créer est bien présent en mode ready. Control Panel Master, il a tout ce qu'il faut. Donc là, on a vraiment notre cluster en place. Pour le coup, on va pouvoir aussi utiliser kubectl. Je suis où? Ok, il est un petit peu long à s'afficher, excusez-moi.
kubectl get pod. Pour l'instant, évidemment, on n'a aucun pod qui est en place. Donc là, je vais juste vous montrer deux façons de faire pour faire le déploiement de pod. Par exemple, via un fichier YAML. Là, c'est vraiment la création d'un pod. Là, j'ai utilisé juste une version de Nginx, vraiment le plus simple possible, où on va avoir donc ce qu'on va déployer, le conteneur qui va être créé donc avec Nginx, avec la version, donc l'image qu'on va récupérer. Navré, j'ai un correcteur qui me pose souci, mais j'espère que c'est assez clair. La version de Nginx que je récupère, c'est la 1.14.2. Et là, donc, il va pouvoir récupérer ça et nous créer notre pod. Pour ce faire, là, on va avoir besoin de la commande kubectl. Je vais juste appliquer donc appliquer ce fichier-là, donc kubectl apply-f nginx pod xml YAML. Et quand je vais lancer ça, tac, le pod nginx est créé. Quand je vais repartir sur ma commande de tout à l'heure, on a bien un nginx, enfin un pod qui est en train de se créer. Là, on a le statut en temps réel de l'état en fait de notre pod en question. Si je relance, normalement, il devrait être ouvert. Voilà, il est running. Donc là, on a déjà une instance présente sur notre machine. Donc vous avez vu que vraiment l'installation du cluster a été très rapide. Vraiment, ça n'a pas pris voilà, de 2 minutes pour s'installer. Première phase, OK. Là, je vais vous montrer une autre façon de faire pour déployer. Et là, on est plus sur directement une commande. Là, je suis parti sur un fichier YAML. Et là, c'est juste pour déployer une instance de Hello World où on va utiliser la commande, hop là, kubectl create. Là, on va faire un deployment. Donc ça, c'est vraiment un élément qui permet de dire qu'on déploie, c'est l'élément qu'on va déployer sur notre cluster. La commande qui va créer notre conteneur Hello Node et on va récupérer donc l'image du registre kvitess et le mettre, comment dire, l'exposer sur le port 8080. Donc quand je vais exécuter cette commande, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, il va créer notre Hello Node. Et là, quand je vais vous afficher le pod, voilà, on a notre deuxième pod qui est créé, qui est en état running, et avec voilà, le nombre de restart qui a été fait, etc. Enfin, tous ces éléments-là. Donc là, un exemple assez rapide de comment ça se passe pour avoir nos éléments. Vous pouvez voir que très rapidement, je peux déployer des applications ou autres différents éléments sur mon environnement et tout de suite pouvoir travailler dessus. Je peux très bien même faire une chose, c'est carrément rentrer dans mes pods. Hop, je peux très bien aller sur Nginx. Non, c'est pas ça que je voulais. Nginx, tac, tac, tiré bash. Hop, et là, je suis déjà dans mon pod. Donc, je peux très bien voir, même quand on est sur des projets, aller vérifier, comment dire, différentes informations, voir si tout a bien été déployé, etc. Enfin, les versions qui sont en place. On peut parcourir un petit peu tous les éléments qu'il y a dedans. Si je fais un ls, je vois bien tout ce qu'il y a qui concerne Nginx, c'est tous les éléments qui sont présents dedans, et je peux très bien repartir. Donc là, on peut vraiment s'amuser et déjà utiliser différentes commandes pour déjà voilà, se faire la main sur Kubernetes.